Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui entre toujours dans le cadre des cours de la MPSI 3 du CPGE Moulay Youssef de Rabat. Dans cette vidéo, je vais essayer toujours de continuer sur le cours d'intégration des fonctions continues par morceau sur un segment et dont je vais essayer d'introduire ces fonctions-là et de définir l'intégrale de ces fonctions, puis voir quelques propriétés les propriétés de l'intégrale sur ces fonctions-là. Donc, l'exposé sera constitué de 4 parties. Dans la première, on va essayer de définir et de voir les propriétés des fonctions continues par morceau. Puis, on va essayer de donner quelques théorèmes d'approximation qui vont être très utiles, qui est un outil fondamental pour la suite et qui est un outil vraiment technique. Puis, on va essayer d'introduire l'intégrale et de définir l'intégrale sur les fonctions continues par morceau, pour les fonctions continues par morceau. Puis, finalement, on va essayer de voir quelques propriétés de l'intégrale sur cette classe de fonctions. Alors, premièrement, on va définir ce que c'est que les fonctions continues par morceau. Alors, une fonction f définie sur le segment AB, à valeur complexe ou réelle, sera dite une fonction continue par morceau sur AB s'il existe une subdivision de l'intervalle AB, une subdivision taux, telle que f satisfait ces deux conditions. La première, c'est que pour n'importe quel cas, la restriction de f à l'intervalle ouvert xk plus 1 est une fonction qui est continue. Donc ici, on ne fait pas appel au point xk. Et la deuxième des choses, c'est que f restreint xk plus 1 admet une limite en xk et une limite en xk plus 1. Ça veut dire une limite à droite de xk et une limite finie à gauche de xk plus 1. Ça veut dire que la restriction est prolongeable en une fonction continue sur l'intervalle fermé xk plus 1. Tout simplement. Alors, une telle subdivision, donc cette subdivision-là, on va l'appeler comme pour les fonctions en escalier, une subdivision adaptée ou subordonnée à la fonction f. Et la classe des fonctions continues par morceau, on va la noter CM, continue par morceau, sur l'intervalle AB à valeur donc K. Il y a aussi quelques notations qui ajoutent ici un 0. Un 0, ça veut dire la classe des fonctions continues, juste continue, de classe C0, par morceau sur AB. D'accord? Alors, comme premier exemple et quelques remarques sur ces fonctions-là. Alors, si on prend par exemple une fonction qui est continue sur l'intervalle AB, alors elle est continue par morceau. Donc, la subdivision qu'on va prendre, c'est juste la subdivision taux qui est x0 égale à A, x1 égale à B, deux éléments. Donc, c'est une subdivision triviale. Également, le graphe d'une fonction qui est continue par morceau est toujours de cette forme. D'accord? Donc, il y a ici, il y a la subdivision. D'accord? Donc, x0, x1, x2, x3, ainsi de suite, xn-1, xn. Et voilà, donc vous voyez ici, la fonction elle est continue sur l'intervalle ouvert x, par exemple, xk plus 1. Mais la valeur en xk, c'est pas vraiment la limite. Il admet une limite finie, mais c'est pas vraiment la valeur. La limite, c'est pas vraiment f de x0 ici ou f de x1 là. Donc la limite, elle est là, mais la valeur de f en xk, elle est là. Donc il n'est pas du tout continu. Donc il est continu, sauf en un nombre qui est fini de points. Il est continu sauf sur un nombre fini de points. Donc voilà, donc toute fonction qui est en escalier est une fonction qui est bien une fonction continue par morceau. Alors les fonctions en escalier sont des fonctions continues par morceau parce que les fonctions en escalier, c'est une fonction en escalier est une fonction qui est constante entre xk et xk plus 1 et du coup elle est continue et elle admet une limite finie parce que c'est constante.
en xk plus 1 et en xk, et du coup, à droite de xk plus 1, à droite de xk et à gauche de xk plus 1. Et donc, c'est une fonction qui est bien une fonction continue par morceau. Alors, la fonction, par exemple, si on prend cette fonction-là, f de x c'est sinus 1 sur x sur l'intervalle 0, 1, avec f de 0 égale à 0. Donc, cette fonction, c'est bien une fonction qui n'est pas du tout continue sur l'intervalle 0, 1, parce que, et il n'est pas du tout même continue par morceau sur l'intervalle 0, 1. Pourquoi? Parce que, bon, vous pouvez prendre n'importe quelle subdivision, mais la limite en 0 n'existe pas. D'accord, donc une subdivision doit toujours contenir le x0 égale à 0, égale à a, et la limite à droite de x0, qui est 0, n'existe pas. Alors, comme remarque, donc comme pour les fonctions en escalier, si τ est une subdivision subordonnée à f, et si τ' est une subdivision qui est bien plus fine que τ, alors τ' sera également adapté à f, d'accord? Donc parce qu'on on fait subdiviser l'intervalle beaucoup plus. La valeur de f au point de la subdivision n'intervient pas dans la définition, donc c'est ce que je viens de dire, hein. Donc ici, la valeur f de xk, on ne parle plus de f de xk. F de xk, bien sûr, il est dans k, il est fini, mais on en faut de ces valeurs-là. Voilà. Alors, comme première proposition, c'est le fait qu'une fonction qui est continue par morceau est une fonction qui est bien bornée et qui sera très utile pour la suite. Donc, alors en effet, si f est une fonction qui est continue par morceau, on va prendre une subdivision subordonnée à f. Et donc, pour n'importe quel i, la restriction de f à x et x est plus 1 est une fonction qui est continue et qui se prolonge en une fonction qui est continue sur l'intervalle fermé sur le segment xi, x est plus 1, fermé borné, et donc par le théorème de Weierstrass, que nous avons déjà vu durant le cours des fonctions continues. Donc, c'est l'un des théorèmes fondamentaux de la théorie des fonctions continues, et donc qui affirme qu'une fonction qui est continue sur un segment ferme borné sur un segment de R est borné, et donc et atteint ces bornes bien sûr, et donc le prolongement fi tilde est borné, et du coup on va prendre mi sa borne sur la borne sup sur la borne, la constante, d'accord, la borne sup du module de fi tilde sur l'intervalle x et x est plus 1, et du coup on a une famille finie des mi, d'accord, et donc on prend m, grand M, c'est le maximum de mi, m1 jusqu'à mn-1, puis les valeurs sur les xi, parce qu'on n'en parle pas ici, d'accord, il n'apparaît pas là. Puis la valeur de f de b, parce que là on s'arrête à xi, xn, on ne parle pas du tout de xn également. Et donc on aura en fait que pour n'importe quel x, f de x est inférieur ou égal à m. Donc si on prend x dans AB, alors c'est x est l'un des xi, donc il est inférieur à m parce que m est le maximum de ces points, et c'est x est inclus dans l'un des xi, x est plus 1, donc il serait inférieur à mi, f de x, fi tilde de x, et donc il est inférieur à mi qui est inférieur au maximum des mi, f de xi, f de b. Et donc, ce qui prouve qu'une fonction qui est continue par morceau est une fonction qui est bien bornée sur l'intervalle AP. Alors, le théorème 3 donne la structure de l'espace des fonctions continues par morceau. Donc, c'est un cas espace vectoriel, et c'est même une cas algèbre pour les opérations usuelles sur les fonctions. Ça veut dire l'addition, multiplication par un scalaire et produit de fonctions. Donc, pour montrer ce théorème, il suffit de montrer que cette classe-là est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions,
D'accord? Ici, il n'y a pas de M, des fonctions de AB vont vers M, vers A, donc de l'espace des fonctions. Puis, ou c'est une subalgèbre de cet espace-là, d'accord? De l'espace F de AB K plus point multiplication. Ici, il n'y a pas de M, hein, pardon. L'ensemble des fonctions de AB des fonctions de AB donc à valeur donc. Et donc, pour cela, alors il est facile de voir que cet espace, il est non vide. Donc, comme on vient de dire, il contient toutes les fonctions en escalier, il contient les fonctions en particulier constantes, il contient des fonctions continues, ainsi de suite. Et donc, il est non vide. Puis, si on prend F1, F2, deux fonctions continues par morceau, alpha et bêta, deux scalaires, alors, on va essayer de montrer que la combinaison linéaire alpha f1 plus bêta f2 est une fonction qui est continue par morceau. Pour l'autre point, pour le produit, c'est vraiment la même chose. Donc, pour cela, donc, puisque f1 et f2 sont des fonctions continues par morceau, donc il va exister une subdivision taux1 et taux2, deux subdivisions associées à f1 et f2, d'accord, adaptées à f1 et f2. On va considérer taux une subdivision qui est plus fine que taux 1 et taux 2, l'union par exemple des deux subdivisions. Et donc taux sera une subdivision qui est subordonnée à f1 et f2 à la fois. Et donc si vous prenez maintenant alpha f1 plus bêta f2 restera à xi, xe plus 1, donc c'est alpha x, f1 restera à x, xe plus 1 plus bêta f2 restera à x, xe plus 1. Et donc, puisque cette fonction-là est continue, celle-là est continue, la restriction est continue, la restriction est continue, donc la somme est une fonction qui est continue, donc combinaison linéaire de fonctions continues. Puis, puisque celle-là admet une limite en xi, celle-là admet une limite à droite de xi, puis à gauche de xe plus 1, à gauche de xe plus 1, et donc par passage à une limite, cette fonction-là, d'accord, cette combinaison linéaire admet également une limite à droite de xi et à gauche de xi plus 1. Et donc, c'est ce qui prouve en fait que alpha f1 plus bêta f2 est une fonction qui est bien continue par morceau sur l'intervalle AB à valeur donc. Donc, également pour le produit, c'est juste f1 fois f2 restera à x et plus 1, c'est f1 restera à x et plus 1 fois f2 restera à x et plus 1. Et donc, les restrictions sont continues et sont prolongeables, donc le produit est prolongeable par continuité. Voilà, donc maintenant on arrive à énoncer quelques théorèmes d'approximation, mais avant, donc puisqu'on dit qu'une fonction qui est continue par morceau est une fonction qui est bornée, et donc on peut parler de son sup, donc le sup de f de x existe sur le segment AB, et donc on peut définir la quantité f infini, donc f infini c'est le sup de f de x avec x comprise entre A et B. Alors cette quantité-là, cette application qui est la norme infinie, définit bien une norme sur l'espace vectoriel des fonctions continues par morceau. D'accord? Alors je rappelle qu'une norme sur un espace vectoriel E est une application qui vérifie les trois propriétés suivantes. Donc la séparation, c'est que la norme de x égale à 0 si seulement si x égale à 0. Et deuxièmement, l'homogénéité, c'est que quel que soit lambda dans K, ici, R ou C, lambda x égale à module de lambda fois module fois la norme de x. Puis l'inégalité triangulaire, c'est que la norme de x plus y inférieure à la norme de x plus la norme de y. Donc c'est une quantité qui généralise la valeur absolue, qui généralise le module dans C, et qui généralise également les normes euclidiennes, comme on vient de dire, de voir sur le chapitre des espaces préherbertiens réels. Voilà. Et donc, elles sont pour but topologique, beaucoup plus que analytique, mais bon, on va laisser le côté topologique. Même si on va en parler sur ce côté-là un tout petit peu, mais bon, c'est pas spécialement. Alors, si f est une fonction
qui est bien continu par morceau sur l'intervalle AB à valeur réelle ou complexe, alors pour n'importe quel epsilon positif, il va exister une certaine fonction psi qui est continue par morceau sur le segment AB qui est en escalier, f continue par morceau, psi qui est une fonction en escalier qui est très proche de f. Ça veut dire que la norme de f moins epsilon inférieure ou égale à la norme de f moins psi inférieure ou égale à epsilon. Donc il est très très proche de f. Ça veut dire qu'on approxime f par une fonction qui est en escalier psi. Donc ceci veut dire que quel que soit t, dans AB, f de t moins psi de t est inférieur à epsilon. Donc la courbe de f et la courbe de psi sont très très voisins voilà, si on a bien sûr des courbes réelles. D'accord. Alors pour montrer ce théorème, donc on va passer par un passage technique. Donc le passage, on va essayer de montrer le théorème pour les fonctions qui sont continues. Alors si f est une fonction qui est continue, alors le théorème de n implique donc l'un des théorèmes des fonctions continues, l'un des théorèmes fondamentaux des fonctions continues, de la théorie des fonctions continues, c'est le théorème de n. Donc je rappelle que le théorème de n affirme qu'une fonction elle est continue sur un segment AB, alors elle est uniformément continue sur le segment AB. Et l'uniforme continuité, donc la définition de l'uniforme continuité, c'est ça. Ça veut dire que quel que soit epsilon positif, il va exister un certain alpha positif, tel que pour n'importe quel x et y dans AB, tel que la distance de x à y inférieure à alpha, ceci impliquera que f de x, que la distance de f de x à f de y est inférieure à epsilon. Donc on va essayer de construire une certaine subdivision. Donc, puis on construit une certaine fonction en escalier proche de notre fonction. Donc on pose n, c'est 1 plus la valeur absolue, la partie entière de b moins a sur alpha. Alors il est clair que b moins a sur alpha est inférieur, sur n est inférieur à alpha. D'accord, ça c'est juste un calcul. Et donc, on va découper en fait l'intervalle AB par morceau, en n morceaux. Donc, donc, on a une subdivision qui est uniforme de longueur B-A sur n. Donc, c'est la subdivision uniforme A plus B-A sur n. Donc, xk égale à exactement, voilà l'expression de xk, c'est A plus k B-A sur n. Donc, si vous prenez k égale à 0, donc x0 c'est A, k égale à n, x0 c'est b. D'accord? X0 c'est b. Et donc, on va poser la fonction g de t, c'est f de b si t égale à b. Sinon, si on est entre xk et xk plus 1, on va prendre la valeur par exemple de xk. Donc, c'est juste un choix, c'est pas l'unique bien sûr. Mais bon, on peut prendre f de xk ou f de xk ici le milieu, la valeur du milieu ou n'importe ce que vous voulez. Mais bon. Alors on va prendre par exemple f de xk. Bon, rien n'empêche. Donc c'est une fonction qui est bien une fonction en escalier parce qu'elle est constante entre xk et xk plus 1. D'accord? Il est bien borné, il est bien défini, ainsi de suite. Et donc c'est une fonction qui est en escalier. Et de plus, si vous prenez t sur l'intervalle AB, donc il va être nécessairement sur entre certains xk et xk plus 1. Et du coup, t moins xk par exemple est inférieur à t moins xk est inférieur à epsilon à alpha parce que ici la longueur de xk plus 1 égale à alpha. La longueur, l'amplitude de cet intervalle égale à alpha. Et donc, ce qui implique en fait par cette implication que f de x moins f de t moins g de t. Alors, g de t, c'est f de xk. F de t moins f de xk est inférieur à epsilon par ça. Et du coup, par passage de sup, donc on obtient que la norme de f moins g infini est inférieure à epsilon. D'accord? Sauf bien sûr pour le cas t égale à b, donc qu'il faut
qu'il faut distinguer, donc f de b moins g de b égale à 0. Hein. Voilà. Alors, maintenant, si f est une fonction qui est continue par morceau, alors sur chaque morceau, xk plus 1, la fonction f elle est bien prolongeable par continuité en une fonction fk qui est continue sur le segment fermé. D'accord? Et donc maintenant, le xk plus 1 serait notre AB pour la fonction fk. Et donc par ce passage-là, il va exister une fonction gk qui est en escalier sur xk plus 1 est tel que fk de t moins gk de t inférieur à epsilon sur cet intervalle-là, sur ce petit intervalle. D'accord? Donc en particulier, quel que soit t compris entre xk plus 1, f de t moins gk de t est inférieur à epsilon. D'accord? Et donc on construit ainsi une fonction qui est bien une fonction en escalier sur l'intervalle AB tout entier, on va la noter g. Donc on va poser g de xk c'est f de xk et g de t égale à gk de t si t est entre xk et xk plus 1 sur l'intervalle bien sûr ouvert. Et donc il est clair que également par ça et par le fait que f de xk égale g de xk et que f de t moins g de t est inférieur à epsilon. Donc juste on prend t dans AB, on fait distinguer t égale à un certain xk, donc f de xk moins g de xk égale à 0, inférieur à epsilon. Sinon, il est entre un certain xk et xk plus 1 ouvert, et donc f de t moins g de t c'est un certain gk de t, et donc f de t moins gk de t est inférieur à epsilon par la première propriété. Et du coup, on obtient que f moins g infini est inférieur à epsilon. Et donc le théorème est bien prouvé jusqu'à le moment. Voilà. Alors géométriquement parlant, c'est que si vous avez par exemple ici la courbe de f en rouge, d'accord, là ça c'est le théorème pour une fonction qui est continue. Alors vous prenez f plus epsilon, c'est cette fonction qui est en vert, f moins epsilon, cette fonction là, d'accord. Puis la fonction en vert, c'est la fonction psi. C'est la fonction qui reste très proche de notre fonction f. Mais bon, ça c'est la courbe d'une fonction qui est bien à valeur réelle. Ok. Alors comme des remarques sur ce théorème-là, cette approximation, c'est qu'en fait ici ce qui fait l'affaire, c'est l'uniforme continuité et le théorème de N. Hein. C'est le théorème de N, c'est l'uniforme continuité qui nous a aidé pour découper le théorème, le segment pour construire la fonction G, d'accord? Donc pour le cadre continu, pour la continuité et même pour la continuité par morceau, parce qu'on se ramène toujours à la continuité. Et la continuité, c'est l'uniforme continuité sur un intervalle qui est sur un segment par le théorème de N. Alors la deuxième des choses, c'est que si f est une fonction qui est continue sur AB, à valeur réelle, alors il va exister deux fonctions, d'accord? Il va exister deux fonctions en escalier, psi et phi, telles que psi minor f et phi majeur f. Donc toute fonction en escalier, toute fonction continue, toute fonction continue ou continue même par morceau est compris entre deux fonctions par deux fonctions en escalier. D'accord? C'est même une fonction qui est continue par morceau. Hein. Avec bien sûr la différence entre phi et psi ne dépasse pas epsilon. Donc la différence est très très petite. Alors pour cela, en effet, donc on sait qu'il existe une fonction g en escalier. Donc ici, ici on peut prendre une fonction qui est continue par morceau, pas continue carrément. Donc on sait qu'il existe une fonction g pour epsilon positive. Il existe g qui est en escalier. Donc c'est le théorème qu'on vient de prouver, tel que f moins g est inférieur à epsilon sur 2.
Donc, ce qui veut dire que f de t représente g de t plus epsilon sur 2 et g de t moins epsilon sur 2. D'accord? Donc, puisque g est une fonction qui est en escalier, epsilon sur 2 est une fonction qui est continue. Donc, c'est une fonction qui est en escalier. L'ensemble des fonctions en escalier est un espace vectoriel, est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions, et c'est même une algèbre. Et donc, phi, c'est g plus epsilon sur 2, c'est une fonction qui est bien en escalier, et psi, g moins epsilon sur 2, c'est une fonction qui est en escalier. Et donc, on a l'existence de deux fonctions qui satisfait bien cette propriété-là. D'accord? Avec, bien sûr, phi moins psi, c'est epsilon même. D'accord? C'est epsilon. Alors, voilà, la troisième remarque, c'est que si f est une fonction continue par morceau sur l'intervalle AB, alors il va exister une suite de fonctions continues, de fonctions en escalier qui convergent telles que le sup de f de x, donc la distance, le maximum de la distance entre f et epsilon et psi n converge vers 0 pour la norme infinie. Là, on dit par la suite que psi n converge uniformément vers la fonction f sur AB. Donc, converge uniformément, ça veut dire que le sup de f de xn moins psi de xn converge vers 0. Donc, on avait déjà parlé, je crois, sur la convergence simple. Ça veut dire que la limite de psi n de x converge vers la f de x. Mais là, on demande un peu plus, c'est que la convergence soit uniforme. C'est le sup qui est envers 0. Et donc, si on a bien sûr une convergence uniforme, on a une convergence ponctuelle parce que f de x moins psi n de x est inférieur au sup. Et donc, si le sup tend vers 0, alors f de x moins psi n de x tend vers 0. Et donc là, comme je viens de dire au départ, c'est comme j'ai dit au départ, c'est que sur l'espace des fonctions continues par morceau, nous avons défini une norme qui définit une certaine topologie et du coup, on va dire d'une façon similaire pour R ou C que cet espace-là, des fonctions en escalier, est dense dans l'espace des fonctions continues par morceau. D'accord? Donc, c'est l'espace des fonctions en escalier dense dans l'espace des fonctions continues par morceau. Alors, pour la construction de cette suite-là, donc juste on revient sur le même théorème, d'accord, sur notre théorème. Et donc là, on applique le théorème pour epsilon égale à 1 sur n, par exemple. Donc pour epsilon égale à 1, il va exister psi 1 tel que f moins psi 1 inférieur à 1. Pour epsilon égale à 1 sur 2, il va exister un psi 2, une certaine fonction psi 2 tel que f moins psi 2 inférieur à 1 sur 2. Et donc, quel que soit n, pour epsilon égale à 1 sur n, il va exister une certaine fonction psi n telle que f moins psi n infini inférieur à 1 sur n. Et 1 sur n tend vers 0 et du coup, on obtient que f moins psi n tend vers 0. Et donc, on a bien la convergence uniforme et la construction et l'existence de cette suite de fonctions psi n. Donc là, si je reviens ici, géométriquement, c'est comme si on fait approcher cette courbe-là à cette courbe-là, d'accord? Donc, ça c'est epsilon, d'accord? Ça c'est 2 epsilon ou epsilon, donc on fait diminuer cette suite de fonctions, cet écart entre les deux fonctions. D'accord. Alors, maintenant, je viens à la définition de l'intégrale de Riemann, d'une fonction continue par morceau. Mais avant d'énoncer la définition, on a besoin de ce lemme-là, de cette proposition, de ce théorème-là. Alors, étant donné f une fonction qui est continue par morceau sur le segment AB, à valeur réelle, là, je prends à valeur réelle sur ce théorème-là.
Donc, on considère les deux fonctions, les deux classes. Donc, la classe S inférieure ou égale à F, inférieure à F, c'est l'ensemble des intégrales de phi avec phi une fonction en escalier, d'accord, à valeur réelle, qui minore F. Et S supérieur à F, c'est l'ensemble des intégrales de F, c'est l'ensemble des réels alpha, égale l'intégrale d'une fonction phi, une fonction en escalier qui majore F. D'accord? Alors, on a les propriétés suivantes. Donc, S, ces deux ensembles sont non vides. Et de plus, cet ensemble admet une borne sup. Et cet ensemble admet une borne inf. Et la borne sup de cet ensemble égale à la borne inf de cet ensemble. Et cette quantité-là, c'est ce qu'on va appeler par la suite l'intégrale de Riemann de f sur AB. Donc, on va la noter. L'intégrale de f, c'est le sup de cet ensemble. D'accord? Donc, c'est le sup des intégrales de f avec phi. C'est le sup des intégrales de phi avec phi est une fonction en escalier qui minore f, ou c'est l'inf des intégrales de phi avec phi est une fonction en escalier qui majore f. D'accord? C'est bien, bon, c'est bien une très mauvaise définition, mais bon, c'est comme ça qu'on va la prendre pour le moment. Mais on va essayer de donner bien sûr des techniques pour le calcul de cette intégrale, d'accord? Et pour la manipulation de cette intégrale. Mais bon, ça c'est la définition de l'intégrale. Alors, premièrement, on définit les deux classes, E inférieur à F, E supérieur à F, ce sont respectivement la classe des fonctions en escalier qui minore F et qui majore F. Donc, on a prouvé déjà que si F est une fonction qui est continue par morceau, alors elle est bien une fonction qui est bornée et donc elle est majorée par une constante et minorée par une constante. Et les constantes sont bien des fonctions en escalier. Et donc c'est ce qui prouve que ces deux ensembles, cet ensemble et celle-là, sont non vides. D'accord? Donc il y a déjà les constantes qui minorent et qui majorent F. D'accord? Qui minorent et qui majorent F qui sont vivants dans ces deux ensembles. D'accord? Donc, c'est ça. X fait correspondre petit m et X fait correspondre grand M. Avec, bien sûr, grand M, c'est la borne sup, et petit m, c'est la borne inf de F. Alors, pour montrer que cet ensemble admet bien un élément majorant, d'accord, à une borne sup, donc il suffit de montrer qu'il est, bien sûr, il est non vide, et il suffit de montrer qu'il est majoré pour pouvoir utiliser le théorème de la borne sup, hein, l'axiome de la borne sup. Puis l'autre, l'axiome de la borne inf, et voilà. Alors, pour cela, donc, on va montrer que le premier ensemble est majoré. Alors, si on prend phi, une fonction en escalier qui majore f, alors phi est inférieur ou égal à f, mais f il est majoré par sa borne sup, d'accord? Grand M c'est sa borne sup, c'est la borne sup de f. La fonction, donc l'intégrale de phi est inférieure à l'intégrale de psi de m, parce que ce sont deux fonctions en escalier, et nous avons déjà vu dans la vidéo précédente que l'intégrale est une forme linéaire qui est bien croissante sur l'espace des fonctions en escalier, d'accord, munie de l'ordre inférieur ou égal, bien sûr. Donc l'intégrale de phi est inférieure ou égale à l'intégrale de m, mais l'intégrale de m n'est autre que m fois b moins a. D'accord? C'est l'intégrale d'une constante, c'est m fois l'amplitude de l'intervalle AB. Et donc, c'est ce qui prouve que pour n'importe quelle fonction, que les éléments de S inférieur à F, qui sont l'intégrale de phi avec phi, est une fonction vivante ici, et donc il est majoré par cette constante-là, et donc le théorème, voilà, donc c'est un ensemble qui est bien majoré, ça c'est un majorant, d'accord? Et donc l'axiome de la borne sup affirme que cet ensemble-là, S,
admet une borne supérieure qu'on va noter bêta par la suite. Donc, de la même façon, en utilisant bien sûr la borne inf et le même théorème, la croissance de l'intégrale sur l'espace des fonctions en escalier. Et donc, on obtient bien sûr que S supérieur admet une borne inf qu'on va noter alpha par la suite. Et donc, il faut montrer que le troisième point, c'est que alpha égale à bêta. Le borne sup égale à la borne sup égale à la borne inf. Alors, premièrement, on a alpha inférieur égale à bêta. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous prenez phi inférieur à psi, voilà. Alors ici, l'intégrale de f, alors si vous prenez phi et psi, deux fonctions, une minore f et l'autre major f, donc l'intégrale de phi est inférieure par exemple à l'intégrale de psi avec psi major f et phi minor f. Et donc, par passage de sup et l'inf, dans les deux côtés, on obtient bien sûr que alpha est inférieur à bêta. Alors, montrons maintenant que alpha égale à bêta. Pour cela, on va prendre epsilon positif. Donc, il va exister une fonction en escalier phi et psi. D'accord? Pour n'importe quel epsilon positif, il existe phi et psi qui minore et majore et qui encadre f, un encadrement de f, et tel que la distance entre psi et phi est inférieur à epsilon. Alors, phi est déjà une fonction dans E moins de f, E inférieur de f, et psi est une fonction de E supérieur de f. D'accord? Et donc, on aura en fait que, alors, puisque phi est inférieur à psi, donc l'intégrale de phi, alors l'intégrale de phi est inférieure à alpha. D'accord? Parce que alpha est la borne alors, alpha est la borne sup ou la borne inf. Oui, pardon. J'ai dit que l'intégrale de phi est inférieure à alpha. Pourquoi? Parce que l'intégrale de phi est inférieure, par exemple, à l'intégrale de psi, mais l'intégrale de psi, donc l'intégrale de phi est un minorant l'intégrale de phi est un minorant de l'intégrale de l'intégrale des fonctions psi qui majore f. Et donc, elle est inférieure ou égale à alpha. D'accord? Puis, bêta est inférieure à l'intégrale de psi par la même chose, parce que l'intégrale de psi est un majorant de l'intégrale des phi avec phi minor f. Et donc, on obtient cette inégalité-là. Et du coup, bêta moins alpha, donc la distance de bêta moins alpha est inférieure à l'amplitude qui est l'intégrale de psi moins l'intégrale de phi. D'accord? Donc, bêta moins alpha, qui est bien une distance assez petite que l'intégrale de psi moins l'intégrale de phi. Et l'intégrale de psi moins l'intégrale de phi, c'est l'intégrale de psi moins phi. D'accord? Par la linéarité de l'intégrale sur les fonctions continues par morceau. Sur les fonctions en escalier, et psi moins phi est inférieur à epsilon, qui est bien une fonction en escalier, et l'intégrale de epsilon sur AB, c'est epsilon fois b moins a. D'accord? Donc on obtient que bêta moins alpha est inférieur à epsilon b moins a, quel que soit epsilon positif, et du coup on fait tendre epsilon vers 0, on obtient que bêta moins alpha égale à 0, parce que bêta moins alpha ici est déjà positif. Et donc alpha égale à bêta. Voilà. Alors, comme remarque sur cette définition, sur ce qu'on vient de dire, c'est que, alors, la définition généralise premièrement la définition de l'intégrale d'une fonction en escalier. D'accord? Parce que si f est une fonction en escalier, alors la majorante des fonctions, puisque l'intégrale est croissante, par exemple, elle est croissante sur les fonctions en escalier. Donc la majorante des fonctions, des intégrales des fonctions, c'est l'intégrale de f, et la minorante des fonctions en escalier qui majore f est l'intégrale de f. D'accord, tout simplement. Puis pour montrer qu'une fonction f est intégrable au sens de Riemann, donc on montre
généralement que f est continu par morceau sur un segment. D'accord? Sur un segment. Donc, pour montrer qu'il est, une fonction est intégrable, donc dans la question montrer qu'une fonction est intégrable, est réellement intégrable sur un segment, on essaie toujours de montrer qu'il est continu par morceau ou qu'il est borné. Hein. Qu'il est borné, ça veut dire qu'il est majoré par une fonction continue par morceau. Mais bon, en général, jusqu'à le moment, on montre qu'elle est continue par morceau sur le segment en question. Alors, la proposition 6 dit que si f est une fonction qui est continue par morceau, alors l'intégrale de f égale à la limite de l'intégrale de phi n, avec phi n est une fonction qui converge uniformément, c'est une suite de fonctions en escalier qui convergent uniformément vers la fonction f. Là, réellement, cette proposition, c'est une autre définition de l'intégrale. D'accord? C'est une autre définition de l'intégrale, c'est une autre définition équivalente de l'intégrale. Et qu'on va voir par la suite, elle est bien manipulable dans les définitions, dans les propositions, que la définition donnée au départ. D'accord? Donc, alors, pour montrer cette proposition-là, ce théorème, cette définition équivalente, donc on va prendre phi n, une fonction qui est en escalier, une suite de fonctions en escalier qui convergent vers f uniformément. Et donc, par définition de la convergence uniforme, quel que soit epsilon positif, il va exister un rang à partir duquel, quel que soit t, on a f de t est comprise entre phi n de t moins ce epsilon-là, ce epsilon prime, et phi n de t plus ce epsilon, epsilon sur b moins a. Donc, le fait sur b moins a, c'est juste technique. Hein. Alors, la suite de fonctions, donc la fonction phi n moins epsilon sur b moins a est une fonction qui est en escalier, l'autre est une fonction qui est en escalier, l'une majeure et l'autre mineure, et du coup l'intégrale de phi n moins psi, d'accord, puisque c'est un minorant de f, donc l'intégrale de phi n moins cette fonction, qui est l'intégrale de phi n moins psi, est inférieure à l'intégrale de f, parce que c'est le sup des intégrales des fonctions en escalier qui est minore f, et c'est inférieur à l'intégrale de phi n plus cette constante, parce que également c'est l'inf des fonctions, des intégrales des fonctions en escalier qui est major f. Et donc ceci, c'est ce qui implique en fait, puisque ceci, quel que soit n supérieur à n, donc l'intégrale de f moins l'intégrale de phi n, en valeur absolue est inférieure à epsilon, et donc c'est ce qui veut dire que la limite de l'intégrale de phi n égale à l'intégrale de f. Alors géométriquement parlant, donc dans un repère orthonormé, sur si f est une fonction à valeur réelle, on dit que l'intégrale de f représente l'aire algébrique de la portion du plan élémentaire du plan délimité par la courbe, d'accord, par la courbe de f et l'axe des abscisses et les deux axes, les deux droites d'équation x égale à a et x égale à b. D'accord? Donc c'est vraiment, alors la technique de Riemann, c'est de prendre en fait les fonctions en escalier, d'accord? Les fonctions en escalier qui minorent la fonction, d'accord? Toutes les petits rectangles ici, les petits rectangles de tout type, des tout petits rectangles, puis lancer le pas des rectangles, des subdivisions vers 0 pour aboutir à cette intégrale-là, hein, à cette surface, au calcul de cette surface. Et voilà, là c'est Monsieur Riemann, d'accord? Alors Bernard Riemann, il est né en 1826, il est mort en 1866, donc il est âgé de 40 ans, exactement. C'est un mathématicien allemand. Riemann reçoit de son père pauvre Pasteur une éducation stricte et très rigoureuse. Donc il était deuxième enfant d'une famille de 6 enfants, d'accord?
donc d'une famille pauvre de 6 enfants. Il a bien étudié la philosophie, ainsi de suite. Mais juste après, il s'est orienté vers les mathématiques à l'âge de 19 ans. D'accord? À l'âge de 19 ans, à l'université, bien sûr, de Hanovre. D'accord? Donc, elle s'établit à l'université de Hanovre pour étudier la théorie, la théologie, d'accord, et la philosophie, mais ses goûts s'orientent très vite vers les mathématiques. C'est là où il rencontre Gauss, donc Gauss, le fameux Gauss, d'accord, à l'université de Göttingen, d'accord, qui sera son directeur de thèse, d'accord, juste après. Alors, quelques années plus tard, Riemann jette les bases de la géométrie différentielle. Donc, il a très très bien travaillé sur la géométrie différentielle. Donc, c'est l'un des domaines mathématiques. Et Riemann était vraiment le fondateur de cette théorie et qui a bien posé les premières définitions de cette théorie-là. C'est aussi lui qui a finalisé le travail de Cauchy, comme on vient de dire dans la dernière vidéo, d'accord, les intégrales de Cauchy sur les fonctions, sur les fonctions intégrables. Donc c'est lui qui l'a vraiment donné la définition rigoureuse de l'intégration, donc la définition dont on vient de parler. Et c'est lui en fait qu'il a découvert la fonction zeta de Riemann. Donc la fonction zeta, on en a déjà parlé, celle-là c'est pour Oussama. Donc la fonction zeta de Riemann et qui joue un rôle très important en mathématiques et en plein d'autres domaines. Donc en informatique, pour la distribution des fonctions des nombres premiers, ainsi de suite, et dans la conjecture, bien sûr, la célèbre conjecture sur les zéros de cette fonction-là est encore, jusqu'à le moment, un problème ouvert dont on ne sait pas répondre à ce problème jusqu'à le moment. Alors maintenant, je vais passer aux fonctions continues par morceau à valeur complexe. Comme dernière définition, on va poser l'intégrale d'une fonction f qui est complexe, à valeur complexe, comme étant l'intégrale de sa partie réelle plus i l'intégrale de sa partie imaginaire. Alors, dans cette dernière partie, je vais essayer de prouver ou d'étendre les propriétés que nous avons déjà vues sur l'intégration des fonctions en escalier dans la vidéo précédente aux fonctions continues par morceau. Alors, la première des propriétés, c'est la linéarité de l'intégrale. D'accord? Alors, l'intégrale est une forme linéaire sur l'espace vectoriel des fonctions continues par morceau sur le segment AB à valeur donc à valeur réelle ou complexe. Alors, pour ce faire, il y a une démonstration par la définition, la première définition, mais bon, là, je vais prendre juste une démonstration par la deuxième définition, d'accord? Donc, par cette définition-là, et qui est bien une démonstration un tout petit peu très très facile par rapport à la première, d'accord? Donc de la première, il y a l'ordre, il y a plein de cas à discuter, mais bon. Alors pour cela, donc on prend f et g, deux fonctions continues par morceau, alpha et bêta donc a. Donc puisque f et g sont des fonctions continues par morceau, donc on va prendre phi pardon, phi n et psi n, deux fonctions continues par morceau, deux suites de fonctions en escalier qui convergent uniformément vers f et g respectivement. Et donc, alpha phi n plus bêta psi n est une fonction en escalier qui converge uniformément vers alpha f plus bêta g. Alors, pour ce faire, donc, on calcule juste la distance entre alpha f plus bêta g moins alpha phi n plus bêta psi n, qui n'est autre que alpha f moins phi n plus bêta
g moins psi n, et donc là on utilise premièrement l'inégalité triangulaire de la norme, puis l'homogénéité, donc pour faire sortir alpha et bêta, l'homogénéité de la norme. Donc la deuxième et la troisième propriété de la norme, puis puisque g moins psi n converge vers 0 et f moins psi n converge vers 0 parce que psi n et phi n approchent f et g, donc on obtient que alpha phi n plus bêta psi n approche alpha f plus bêta g uniformément sur l'espace des fonctions continues par Monceau. Et donc, puisqu'ils convergent vers, donc alpha f, l'intégrale de alpha f plus bêta g, c'est la limite, donc par la deuxième définition, la définition équivalente, c'est la limite de l'intégrale de phi n plus bêta psi n. Mais l'intégrale de phi n plus bêta psi n, c'est alpha, l'intégrale de phi n plus bêta, l'intégrale de psi n, parce que l'intégrale est une forme linéaire sur l'espace des fonctions continues par Monceau, puisque l'intégrale de phi n, la limite de l'intégrale de phi n et la limite de l'intégrale de psi n existent. Donc la limite, alors par les opérations de la limite, donc la limite de l'intégrale, donc la somme des deux, la limite de la somme, c'est la somme des deux limites, et du coup, la limite de l'intégrale de phi n, c'est l'intégrale de f, parce que phi n approche f uniformément, et l'intégrale de psi n, c'est l'intégrale de g par la même chose. Et donc, on obtient que l'intégrale de f plus bêta g égale à alpha l'intégrale de f plus bêta l'intégrale de g, bien sûr en passant par la linéarité sur les fonctions en escalier, la linéarité de l'intégrale sur les fonctions en escalier. Voilà. Donc, comme je viens de dire, il y a une autre, on peut redémontrer le théorème, d'accord, ce même théorème par cette proposition, en utilisant la première définition de l'intégrale, mais bon, il est un tout petit peu compliqué. La définition contient pas mal vraiment de cas. Alors, comme remarque sur ces fonctions-là, donc si f est une fonction qui est complexe, alors on prend u sa partie réelle et v sa partie imaginaire. Donc la linéarité de l'intégrale permet d'écrire l'intégrale de f, c'est l'intégrale de la partie réelle plus i la partie imaginaire, et donc c'est l'intégrale de la partie réelle plus i l'intégrale de la partie imaginaire. Et donc là on peut dire donc aussi l'intégrale de f, on peut l'écrire comme étant la partie réelle de l'intégrale de f, comme étant un nombre complexe, plus i la partie imaginaire de l'intégrale de f. Et donc la partie réelle de l'intégrale, c'est l'intégrale de la partie réelle, et la partie imaginaire de l'intégrale, c'est l'intégrale de la partie imaginaire. D'accord? Donc on dit que l'intégrale est une fonction, est une forme linéaire sur l'espace complexe, l'espace vectoriel complexe des fonctions continues par Monceau, qui est compatible avec les formes linéaires, avec la partie réelle et la partie imaginaire. Et c'est l'une des propriétés de l'intégrale, d'une théorie d'intégration, en fait, si on voulait construire une autre théorie d'intégration. Et de plus, par ça, donc l'intégrale de f bar n'est autre que l'intégrale de la partie réelle de l'intégrale de f plus i moins i moins i la partie imaginaire. Donc en utilisant ça, on obtient que c'est l'intégrale de f bar. D'accord? Donc l'intégrale est une forme linéaire compatible avec le conjugué, avec la partie réelle et la partie imaginaire sur C. Avec la conjugaison, la partie imaginaire, la partie réelle. Alors, la positivité de l'intégrale, donc étant donné f une fonction réelle, à valeur réelle, continue par Monceau à valeur réelle, positive, alors l'intégrale de f est positive. Et donc on obtient en fait que l'intégrale de f, que l'intégrale est une forme est une forme linéaire qui est croissante sur l'espace des fonctions continues par Monceau, menée de l'ordre inférieur ou égal. Ça veut dire que si f est inférieur ou égal à g, alors l'intégrale de f est inférieure ou égal à l'intégrale de g. Alors pour ce faire, je vais utiliser la définition de l'intégrale, tout simplement. Donc f elle est positive et donc elle est supérieure ou égale à 0. Et 0 c'est une fonction qui est en escalier. C'est une fonction constante, donc c'est une fonction en escalier. Et donc c'est une fonction en escalier qui minore f.
Et l'intégrale de f, c'est le sup des intégrales des fonctions en escalier qui est mineur f, et donc 0 est inférieur à l'intégrale de f par sa définition même. Et donc, l'intégrale de 0, c'est 0, et du coup, l'intégrale de f est supérieure à 0. Alors, pour la deuxième, il suffit d'appliquer la première pour g moins f, et la linéarité, bien sûr, de l'intégrale, on obtient que l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g. Alors, la majoration en module, c'est que si nous avons f est une fonction continue par morceau à valeur réelle ou complexe, alors le module de l'intégrale de f est inférieur à l'intégrale du module de f. D'accord? Et donc, en particulier, l'intégrale de f est inférieure à la norme infinie, d'accord, fois b moins a. D'accord? Parce que f est bien une fonction qui est bornée parce qu'il est continu par morceau. Alors, pour ce faire, je vais utiliser la deuxième définition. Donc, comme f est continu par morceau, donc le module de f il est aussi continu par morceau parce que si f est la restriction de f est continue, donc module de la restriction du module il est continu parce que c'est le composé de fonctions continues. F admet des limites à droite de xk et à gauche de xk plus 1, et du coup module de f aussi admet les mêmes limites, donc des limites également. C'est pour cela qu'on va prendre phi n est une fonction qui est une suite de fonctions en escalier qui convergent uniformément vers f, et donc module de fn va être une suite de fonctions en escalier qui approche module de f. D'accord? Pour ce faire, donc il suffit de d'écrire que module de f moins module de f moins phi n est, pardon, ici c'est pas une somme. Alors, je sais pas pourquoi j'ai écrit une somme. C'est le sup de f de t moins phi n de t, d'accord, en module, mais f de t moins phi n de t en module est inférieur à f de t moins phi n de t, et ici le sup également, le sup de f de t moins phi n de t est inférieur, qui est égal à la norme de f moins phi n, mais la norme de f moins phi n, il converge vers 0, et du coup, la norme du module de f moins module de phi n converge vers 0, et donc phi n, module de phi n, approche module de f uniformément sur l'intervalle AB. Et donc, de plus, on sait que, d'après ce qu'on avait déjà prouvé dans la dernière vidéo, c'est que l'intégrale de phi n au module est inférieure à l'intégrale du module de phi n. D'accord? Donc, inférieure à l'intégrale du module de phi n. Et donc, le résultat s'obtient par passage à la limite. Donc, la limite ici, c'est la limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de f. Et ici, la limite, c'est l'intégrale du module de f. D'accord? Alors, pour la relation de Schall, donc, étant donné f une fonction continue par morceau, alors l'intégrale entre a et b, alors l'intégrale sur le segment AB de f, c'est la somme des intégrales sur le segment AC plus l'intégrale sur le segment CB. D'accord? Alors, pour ce faire, donc on va prendre phi, une fonction qui est... Alors, on peut bien sûr démontrer ce théorème en utilisant soit la première, soit la deuxième définition. C'est juste la deuxième définition, pourquoi elle est bonne? Parce qu'il ne fait pas apparaître le cas complexe, le cas réel. Hein. Mais là, en fait, pour la première, on utilise juste le cas réel. Et pour le cas complexe, il faut toujours passer par la partie réelle, partie imaginaire, ainsi de suite. Alors, je vais passer par la première. Donc, je vais considérer que f ici est réel. Donc, s'il est complexe, on va l'écrire comme étant partie réelle plus i partie imaginaire et utiliser la linéarité. Alors, phi est une fonction en escalier. Donc, on va prendre phi une fonction en escalier qui est mineur f. Et donc, sa restriction sur AC mineur f et sa restriction sur CB mineur si B ici, mineur f sur CB. D'accord? Alors, par application de la relation de Schall sur les fonctions en escalier, donc nous avons déjà démontré ceci
dans la dernière vidéo. Alors l'intégrale de f de phi, c'est l'intégrale de phi sur AC plus l'intégrale sur CB. Pardon, CB, pas CA. Alors, celle-là est inférieure à l'intégrale de phi de f et c'est inférieur à l'intégrale de f sur CB aussi. Pardon, c'est une faute de frappe. Parce que phi restreint à AC et phi restreint à CB sont des fonctions en escalier qui minorent f. Et toujours l'intégrale de f, c'est le sup des fonctions qui minorent, le sup des intégrales des fonctions qui minorent f. Bien sûr, des fonctions en escalier. Donc, d'ici, on obtient que, alors par passage au sup ici, on obtient que l'intégrale de phi, l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de f plus l'intégrale de f sur AC et sur CA. Donc, on va poser cette quantité-là, d'accord, cette somme-là gamma, et on va montrer que, alors pour montrer que gamma est supérieur à l'intégrale de, donc on obtient déjà que gamma est supérieur à l'intégrale de f, et on voulait montrer que, l'autre inégalité, hein, pour obtenir l'égalité. Donc on obtient ceci, je viens de dire qu'on obtient ceci par passage au sup ici sur toutes les fonctions phi dont E au moins. D'accord. Alors, on peut faire la même restriction, le même raisonnement, d'accord, avec une fonction phi qui majore f, d'accord, une fonction en escalier qui majore f. On obtient en fait que gamma est inférieur à l'intégrale de f. Donc on refait la même chose, d'accord? C'est vraiment, on refait la même chose. On obtient que gamma est inférieur à l'intégrale de f et donc gamma égale à l'intégrale de f. Et donc la relation de Charles est démontrée. Ceci, bien sûr, je dis que ceci est pour les fonctions réelles. Pour une fonction qui est complexe, donc on passe par la partie réelle, puis la partie imaginaire. Et donc on a la relation de Charles. Alors, pour le cas de l'intégrale nulle, donc si on a une fonction qui est continue positive, là, continue positive, pas seulement continue par morceau, et si l'intégrale de f égale à 0, donc f égale à 0. Alors f est nul sur l'intervalle AB. Alors, c'est l'un des théorèmes que nous avons déjà vu sur la théorie d'intégration de Cauchy, intégration par primitive, et qu'on va redémontrer pour la théorie d'intégration de Riemann. D'accord? Alors, pour ce faire, donc, si vous vous rappelez bien donc, de la première partie de l'intégrale de Cauchy, nous avons déjà démontré ceci en passant par une primitive, ainsi de suite. D'accord? Mais là, on va passer par la définition. Alors, on va faire une preuve par l'absurde et on suppose que f est non nul. Alors, si f est non nul, donc il va exister un certain T0 dans AB tel que f de T0 est supérieur strictement à 0 parce que f est positif, et donc on va poser epsilon égale à f de T0 plus epsilon, f de T0 sur epsilon sur 2. Et donc epsilon minore bien sûr f de T0. Par continuité de f, il va exister un certain voisinage, un petit voisinage de T0, sur lequel f de T reste toujours supérieur à epsilon. D'accord? Donc f de T0 est supérieur à epsilon. Et donc, il va exister par continuité, il va exister un certain voisinage qu'on va appeler T0, T1, T2. Un voisinage si T0 est à l'intérieur, il y a un voisinage à droite et un voisinage à gauche si T0 est égal à A ou égal à B. Donc, voilà. Laissons-nous dire un voisinage de T0 sous la forme T1, T2, sur lequel f reste toujours supérieur à epsilon. Et donc, ces deux-là, on va définir une fonction en escalier par ça. Donc, c'est g de t, c'est la fonction qui a epsilon sur t1, t2 et qui a 0 ailleurs. C'est une fonction qui est bien en escalier, constante sur t1, t2 et constante sur ailleurs de t1, t2.
Et donc, c'est une fonction qui est uniscalier et qui minore f, donc par définition même de l'intégrale de f, donc l'intégrale de g est inférieure ou égale à l'intégrale de f. Ou en utilisant encore une fois le fait que l'intégrale est une forme linéaire croissante sur l'espace des fonctions continues par morceau. Donc l'intégrale de g est inférieure à l'intégrale de f, mais l'intégrale de g n'est autre que l'intégrale, donc l'intégrale de g, on prend par exemple la subdivision x0 égale à a, x1 égale à t0, x2 égale à t2, x3 égale à b. Donc on obtient que l'intégrale de g, par définition de l'intégrale d'une fonction en escalier, c'est y fois t2 moins t1. Et qui est bien une constante qui est positive strictement, donc c'est ce qui contredit le fait que l'intégrale de f égale à 0, et donc f, elle sera nulle sur le segment AB. Alors, comme remarque, c'est que sur la condition du théorème, c'est que le fait qu'il est continu est une condition qui est bien très fondamentale. Donc, si on remplace par exemple dans le théorème précédent, dans la proposition précédente, la continuité par morceau par exemple, donc la proposition n'est plus vraie. Donc on peut prendre par exemple f de t égale à 1 pour t égale à a et à 0 si t est différent de a. Donc f est bien une fonction qui n'est pas du tout égale à 0, n'est pas du tout nulle, mais c'est une fonction en escalier. C'est une fonction en escalier, donc on peut prendre par exemple la subdivision qui a x0 égale à a, x2, x1 égale à b, et donc l'intégrale de f égale à 0. D'accord? Parce qu'on ne fait pas appel à l'intégrale. Dans l'intégrale, on ne fait pas appel aux valeurs de f sur les points de la subdivision. Et donc l'intégrale de f égale à 0. Et donc l'intégrale de f c'est x1 moins x2, x1 moins x0 qui est b moins a, fois c'est la constante qui vaut f entre x0 et x1, qui est 0, et donc c'est 0. Pourtant, f n'est pas du tout nul, parce que f n'est pas continu. Donc c'est la continuité, en fait, la continuité est une condition qui est nécessaire sur sur la proposition précédente. Alors là, on généralise cette remarque un tout petit peu. Alors, étant donné f et g, deux fonctions continues par morceau qui coïncident sur AB sauf sur un nombre fini de points, alors elles ont la même intégrale. D'accord? Donc, ils ont la même intégrale. Pour ce faire, on va prendre juste la fonction g moins f. D'accord? G moins f, c'est une fonction qui est uniscalier. Donc, il vaut 0 sur AB sauf au point x1 jusqu'à xn, peut-être. Et donc, h est une fonction uniscalier qui coïncide avec la fonction nulle, sauf éventuellement au point x1 jusqu'à xn. Et donc, l'intégrale de h égale à 0 parce qu'on peut prendre, par exemple, la subdivision qui a pour extrémité x1 jusqu'à xn, puis a et b. Et donc, l'intégrale de h égale à 0, et par linéarité de l'intégrale sur les fonctions continues par morceau, sur cet espace vectoriel des fonctions continues par morceau, on obtient l'intégrale de f égale l'intégrale de g. Voilà. Alors là, on a une dénotation, d'accord, et des conventions d'écriture. Donc, si f est une fonction qui est continue par morceau sur l'intervalle AB, sur le segment AB, alors pour n'importe quel xy entre a et b, on va noter l'intégrale de x à y, d'accord, l'intégrale de x à y comme étant l'intégrale de xy sur le segment xy si x inférieur strictement à y. On va prendre par convention ces 0 si x égale à y, donc l'intégrale entre x et x égale à 0 par convention. Et si l'intégrale, c'est moins l'intégrale de y à x si x est supérieur strictement à y. D'accord? Donc voilà, donc c'est une convention d'écriture donc pour écrire l'intégrale de x à y. Donc si vous vous rappelez,
J'ai toujours utilisé l'intégrale sur le segment. Pour l'intégration de Riemann, on utilise toujours l'intégrale sur le segment. Mais bon, là, on prend comme convention l'intégrale de xy. C'est l'intégrale de xy si x est inférieur ou égal à y, inférieur strictement à y. Moi, l'intégrale de yx, c'est y est inférieur à x strictement. Et c'est 0 par convention si on intègre en un point. Mais bon, c'est une convention qui est bien légitime parce que la surface d'un petit segment, d'accord? Donc, si vous avez un point, donc la surface entre un point et l'axe des abscisses égale à 0 parce que la largeur est égale à 0 et donc largeur fois hauteur égale à largeur fois longueur égale à 0 et donc l'intégrale égale à 0. Donc, c'est une convention qui est bien légitime. Donc, avec ces conventions, avec ces notations, donc ce sont vraiment des notations d'orientation, ainsi de suite. Mais bon, avec ces conventions, donc, étant donné f une fonction continue par morceau sur un intervalle, un segment AB, à valeur complexe ou réelle, donc l'intégrale de x à y égale moins l'intégrale de y à x, donc ça apparaît ici, hein. Et de plus, on a la relation de Charles, donc l'intégrale de x à z à y égale l'intégrale de x à z plus l'intégrale de z à x à y, quel que soit x, y, z dans AB. Donc cela utilise vraiment cette convention et une discussion sur x, y, z, sur l'ordre entre x, y, z. Et donc, je vais laisser la preuve en exercice. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, vous pouvez même dire que l'intégrale, étendre ces définitions pour un intervalle. Donc, pas nécessairement un segment. On peut dire qu'une fonction continue par morceau sur un intervalle est une fonction et toute fonction continue par morceau sur tout segment de cet intervalle. Et donc, on peut toujours en parler sur l'intégrale entre x et y pour n'importe quel x et y sur cet intervalle-là. Et donc, on a vraiment tous ces résultats, tout ce qu'on vient de dire, hein. On se ramène toujours à l'intégration sur un segment. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, à la vidéo prochaine, Inch'Allah.